Eh ben voilà, on est de retour. Le podcast Avanti Nissa sur l'OGC Nice de retour après une petite coupure d'une semaine parce que monsieur Cédric Badagouz était obligé de prendre des vacances, j'ai envie de dire, nous laisser tomber. Ouais, obligé. Bah, je suis de retour. Je suis toujours en vacances, mais je suis rentré du sud-ouest. Un père de famille responsable, donc il est Exactement. obligé d'emmener la petite famille. Exactement. Et il fait très bien, Ça va les gars? Ouais, nickel. Et toi? Ouais, impeccable. Nous, pas encore de vacances, donc un peu plus tendu, mais ça va. Ouais, ça va aller, vous inquiétez pas. Il a fallu assurer l'intérim du mercato en ton absence. Donc, exactement. C'est ça. Exactement. Je suivais ça à distance, mais ça va. Ça s'est bien passé. Ah, ça, ouais, merci patron, c'est très gentil. Merci beaucoup. L'OGC Nice t'a attendu en plus pour officialiser des joueurs, ils n'ont toujours pas fait. Ouais, c'est ça. Moi j'ai. Cédric, on va éviter. Moi j'ai vu de vidéo comme avec j'ai vu Patrick Vieira et Julien Fournier, ils étaient pas bien. Hein. Ils ont dit putain, Bada est pas là, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Putain, c'était chaud, hein. C'était chaud. On va rater Ronny Lopez s'il revient pas et tout. Ouais, c'est ça. Je me suis quand même fait accoster par un mec dans la rue avec un t-shirt de Nice à Collioure quand même et qui m'a dit c'est pas toi Badagous. Ma femme elle était elle était désemparée. Incroyable, la célébrité quoi. Ma femme elle était désemparée je pense. Moi ça m'arrive mais autour de Nice quoi, Collioure. Ah ouais. Donc là, même moi j'ai dit c'est une blague. C'est Sospel le plus loin que ça m'est arrivé, mais bon ça reste dans le coin quoi. Voilà c'est ça. Non là Collioure quand même, je te dis ma femme elle a dit non pas ici quand même. C'est pas qu'elle est avec une vedette. C'est bon. C'est ça. Bon, en tout cas, si vous nous écoutez du côté de Collioure, et même de toute la région, salut à vous les gars. On embrasse Collioure. C'est ça. Non. Très très beau coin d'ailleurs. Très très beau coin. On sera peut-être bientôt sponsorisé par l'office du tourisme de Collioure, Banyuls, Cerbère, tout ça vers là-bas. Voilà. C'est ça. Est-ce que ça serait vraiment pire que la vidéo pour le club de Nicaragua? Mais tu sais que ça peut partir vraiment en délire ce truc-là. Tu sais quoi, on va les taguer même. On va les taguer. L'office de tourisme à Collioure. Avant Nissa on tour à Collioure, on y va manger une émission là-bas. Voilà. Pourquoi pas. Franchement, on peut sur la plage et tout, c'était magnifique vraiment. Bah écoute, un petit beach soccer sur la plage. Ça fait du bien de vous retrouver, mais on a du boulot. Exactement. On va y aller. Attends, putain, on est en train de faire un truc, on est en train de monter une business plan et tout là. Ça va, détends-toi. On est entre nous, tranquille, personne n'écoute, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, ravi de vous retrouver, ça c'est clair. On va parler des 4 matchs amicaux qui ont eu lieu. On parlera aussi du mercato. Il y a quelques possibles arrivées, Lotomba notamment, et Ronny Lopez, des départs aussi, Cyprien vers Lyon ou Séville. Et puis, on parlera aussi d'un pour ou contre deuxième gardien. J'ai déjà mon avis, vous aussi apparemment. On va en parler dans quelques minutes. On va démarrer donc par les 4 matchs amicaux. 4 matchs amicaux qui se sont... Est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont bien passés ou pas, sachant que c'est des matchs de reprise avec des nouveaux... Alors déjà, on n'est pas d'accord avec Cédric là-dessus. Donc là, je l'entends d'ici, il est en train de grincer des dents. Non, mais moi, il est prêt à péter des gueules. Outre le résultat, parce que c'est des amicaux, comme t'as dit, il y avait pas de souci là-dessus. Mais je sais pas, après la saison que t'as fait, il fallait mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et dans Vieira, on va dire, entre guillemets, en disant... il y a des choses. Je donne un grand coup de pied dans Vieira, écoute. Non. On te regarde. Il y a des choses à changer, tu vois. Et pour l'instant, j'ai l'impression de revoir le Nice de l'année dernière, en fait, avec quelques fulgurances. T'as 2-3 actions dans le match qui sont sympas. Mais le reste du temps, physiquement, après, c'est des matchs amicaux. Donc, physiquement, t'es normal. À bois. Oui, c'est normal, ça. Mais tu retombes dans tes travers où t'as des errances, tu prends des buts, que tu dois pas prendre. Donc, j'ai un peu l'impression de revoir la continuité de la saison qui s'est terminée prématurément. Et ça me tend un petit peu. Après, déjà physiquement, tu es au moment où tu fais ta méga préparation physique, où tu fais le foncier en avant-saison, donc que tu plonges, moi ça m'inquiète pas vraiment. Je pense que si on avait un spécialiste de la préparation physique, il te dirait que c'est un peu normal. Tu vas puiser dans tes réserves. T'as perdu l'habitude du rythme match en plus depuis le mois de mars, exceptionnellement. Exceptionnel long, à cause du confinement et de la fin du championnat en France. Donc,
moi ça me choque pas. En plus, il y a quand même eu une large revue d'effectifs. Je sais qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus avec Cédric. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On a quand même envoyé des jeunes joueurs, y compris des joueurs qu'on ne verra probablement pas en pro cette saison et peut-être même pas du tout en pro dans les 2-3 années à venir. Donc c'est normal que tu perdes de pied, que tu sois friable, sachant que le dernier match, tu le finis, la moyenne d'âge, si c'est 19 ans, c'est fort, quoi. Donc moi, je trouve ça positif dans le sens où t'as quand même des satisfactions. On en parlera dans nos tops et dans nos flops, mais je pense que globalement, les recrues nous ont fait une bonne impression et on peut s'en réjouir. Même Bambou. Il te manque. Bambou, il y a eu du bon et du moins bon, mais c'est un mec qui est jeune, qui a jamais joué en Europe, qui a débarqué là depuis 2 mois. Le fait qu'il ait déjà montré des trucs positifs, on sait qu'un Brésilien quand il arrive en match, un Brésilien quand il arrive en Europe, tu sais que l'hiver va être compliqué. Donc de toute façon, c'est 2-3 ans d'adaptation. Hein. Quand t'arrives hors Portugal ou Espagne, généralement, il y avait une stat qui avait été donnée. Quand t'arrives directement d'Amérique du Sud, tu galères. Voilà, tu galères et voilà. Donc quand t'arrives en France, Italie, Angleterre, Allemagne, etc. et tout, tu mets 2 ans facilement à bien t'adapter, à être dans la culture européenne du football, en tout cas. Voilà, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Espagne ou au Portugal, parce qu'il y a quand même, on va dire, des similitudes, on va dire. Ouais. Oui, puis après pour brésilienne aussi notamment. Mais voilà, après je te laisse parler, Cédric, mais pour dire, moi il n'y a pas de raison d'être inquiet. Historiquement, il y a des étés, on a été champion du monde des matchs amicaux et on a joué le maintien. L'inverse a été vrai. La saison dernière, on s'en prend 8 face à Wolfsburg et derrière tu gagnes tous tes matchs au mois d'août. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je préfère, pour une fois, me concentrer sur le positif et de dire qu'on a vu des belles choses chez nos nouvelles recrues. Alors pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure pour les jeunes, alors bien sûr que je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on les intègre dans le groupe, qu'ils fassent le stage avec les pros, tout ça. Le truc où moi ça m'a un peu chagriné, c'est ce melting pot complet entre l'effectif là. On en a parlé sur Twitter, tout ça, mais j'aurais bien aimé que Vieira avec l'effectif actuel en comptant les blessés, les recrues qui sont pas arrivés, qui sont pas prêts, tout ça et tout, mais dégage un 11 type actuellement, tu vois, et fais-les jouer des matchs amicaux 45-60 minutes ensemble, quoi. Crée déjà quelque chose, crée déjà une cohésion avec ton groupe de 14-15 joueurs qui vont se manger la saison entre eux, quoi. Et crée une cohésion, crée des automatismes entre eux, tu vois. Là on a vu il y a eu 4 matchs amicaux, on a vu 4 défenses centrales différentes, alors que c'est un poste, enfin c'est 2 postes où la cohésion fait énormément. Si t'as 2 mecs qui s'entendent pas, c'est l'enfer, quoi. Tu prends des buts de casquette. Et on a vu, on a l'impression que Vieira pour l'instant il tâtonne encore. Donc tu sais que Dante va forcément jouer, forcément. Mais à côté, tu vas lui mettre qui à côté? Donc on a vu Pelmar, on a vu Bambou, on a vu Daniliuk, on a vu il y a Ensoki qui va bientôt être prêt aussi. Fais quelque chose, quoi. Crée quelque chose, impose. Je veux dire, faut arrêter bien sûr que c'est bien d'intégrer des jeunes, de les faire jouer 15-20 minutes dans les matchs amicaux comme ça, parce que ça. Et non, déjà, le problème, c'est que les faire jouer 15-20 minutes, ça, tu peux le faire à n'importe quel moment de la saison, une fin de match que tu mènes 3-0, un match de coupe, intégrer 1 ou 2 jeunes dans ton 11 avec les 9 autres titulaires qui vont avoir le niveau suffisant pour élever leur niveau. Les voir longuement face à différentes équipes et jouer ensemble, ça prend plus que 10-15 minutes, et si tu le fais pas au mois de juillet, tu ne le fais jamais. Alors, non, mais alors dans ces cas-là, fais une mi-temps alors. Fais une mi-temps, alors. Je vais être d'accord avec toi, éventuellement, après les 3 prochains matchs amicaux, si effectivement, au terme du match face à Rennes, on n'a toujours pas de 11 types qui se dégagent, je vais peut-être commencer à grincer des dents, encore que bon, la saison est longue, hein, du coup, et on va sûrement avoir des recrues encore d'ici là. Mais là, aujourd'hui, il te manque, allez, on va dire, je pense 3 titulaires. Facilement. Il te manque 3 titulaires de la saison prochaine. Tu peux pas trop faire jouer de 11 types. Sur la charnière centrale, je peux comprendre ton souhait d'avoir des automatismes et de dégager une hiérarchie. Mais à la fois, si tu dégages une hiérarchie, tu voyais pas jouer Daniliuk, parce que tu sais très bien que lui, il vient pas pour être titulaire tout de suite. Et aujourd'hui, si on se pose la question de finalement pourquoi il intégrerait pas le groupe pro plus tôt que prévu, c'est parce que tu l'as vu jouer et plus que 10-15 minutes. Donc moi, je pense que c'était l'objectif au mois de juillet de faire la large revue d'effectifs. Là, on va rentrer dans un deuxième stage en Autriche et dans une deuxième vague de matchs amicaux. C'est peut-être là que la hiérarchie va commencer à
à se dessiner. Mais c'était important de voir du temps de jeu pour tout le monde, puisque on va les citer, hein, nos satisfactions, mais peut-être qu'un jeune comme Trouillet, tu l'aurais pas vu autant jouer si tu avais voulu dégager ton très vite. Et c'est la bonne surprise. Je t'ai cité Danny Youk, où effectivement il part derrière Dante et peut-être derrière Ensoki axe gauche, même s'il a l'air d'être à l'aise axe droit aussi. Mais axe droit, t'as Bambou qui vient d'arriver pour plus cher que lui, donc tu lui as donné du temps de jeu, et aujourd'hui on se pose la question, Danilo, peut-être que c'est plus près qu'on le pense, même si je suis pas forcément d'accord avec ça, mais enfin, c'est la bonne surprise, très clairement, hein, de cette préparation. Je pense que c'est peut-être le premier top qu'on citerait tous les deux, mais ça te permet un peu d'affiner aussi cette réflexion dans ta gestion de l'effectif. Peut-être qu'il y a des jeunes qui sont plus près du groupe pro que tu pensais. Il y en a qui sont peut-être plus loin, et on va parler de Pedro Brazao aussi, savoir ce qu'ils font vraiment sur lui, voilà. Mais je pense que ça te permet pas de changer totalement la phase de ton mercato, mais peut-être affiner ta réflexion sur 2-3 postes clés. Et là-dessus, il reste 3 matchs amicaux pour affiner la hiérarchie. Mais sur les jeunes, on est d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, je suis d'accord sur la petite alerte que tu mets sur la défense centrale, où mais ça on en avait parlé quand on avait joué à Nissa Manager, tout ça, où de recruter plein d'espoirs, plein de jeunes, et depuis ils s'en sont ajoutés avec Danny Newk par exemple. Tu n'as pas de hiérarchie claire, et on aurait aimé un vrai deuxième patron à côté de Dante pour établir les choses plus clairement. Le mercato n'est pas fini. Le mercato est pas fini, il est même en suspens. Voilà. Les championnats adverses. Je pense qu'en défense centrale, le mercato il est terminé. Mais bon. Après, t'es pas à l'abri d'avoir peut-être un coup ou quoi. En tout cas, pour tout ce qui est arrivé, tout ça, possible prochaine arrivée. T'as encore des clubs qui jouent encore pas mal. D'ailleurs, la fin des championnats, c'est le 8 août, pour le dernier championnat et tout. Après, à partir de ce moment-là, ils vont peut-être pouvoir avoir peut-être une opportunité ou quoi. Tu peux pas savoir. Mais en tout cas, pour le côté de la défense, moi, je rejoins Cédric là-dessus. Mais voilà, on n'est qu'au début. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Est-ce que finalement, c'était pas genre faire tourner un peu tout le monde pour avoir un peu de rythme, etc. Il reste encore quoi comme match amicaux? 3 matchs de mémoire? Pour l'instant, 3 matchs. Il y a standard. Mais là, c'est clair que là, pour les 3 matchs, comme tu as dit, il va falloir qu'on voie un peu du concret quand même, j'espère. Déjà, face au standard, tu es censé avoir le 25, là, samedi, du coup, tu es censé avoir les premières minutes de jeu de Schneiderlin. Déjà, ça te rajoute un titulaire normalement indiscutable dans ton effectif qui va rentrer dedans. Donc peut-être que tu auras un peu moins de turnover. Même si tu vas jouer dans une compo qui devrait pas être celle avec laquelle on va débuter le championnat. Non, mais bon, il commence peut-être de rentrer en deuxième mi-temps ou la dernière demi-heure. Après, tu sais que face au club, j'ai pas envie de me lancer dans la prononciation là du coup, face à l'autre club qu'on va affronter pendant le stage en Autriche, tu seras peut-être titulaire à ce moment-là, et tu vas commencer à affiner ton... c'est ça. On aura peut-être des recrues, on en parlera après, qui seront arrivés aussi également, donc c'est ça. Bon, en tout cas, pour vous, les tops sur ces 4 matchs amicaux, les joueurs un peu dans le top, c'est qui? Déjà, Sky l'a cité, Danny Newk, je pense qu'il fait l'unanimité. Dès le premier match contre Lyon, à partir du moment où il a mis 2 tampons à Dembélé, Depay, il a de suite été apprécié. Après moi, il y en a un qui m'a... Pourtant, je suis honnête, on a été sceptique quand on a vu son nom sortir, mais Camara il m'impressionne. Ouais, surtout moi, je suis honnête, c'est vrai que son nom au départ, il me faisait pas... il m'a pas fait sauter au plafond, mais il m'a impressionné. Il a un coffre de fou. Il a une vitesse incroyable. Il compense vraiment un peu ses erreurs de placement par sa vitesse, donc c'est. Il est agressif. Je l'ai pas vu beaucoup se faire passer en 1 contre 1 en tout cas. Après voilà, en plus il centre bien, et non vraiment, je pense que ça va être vraiment une très bonne surprise cette année. Ouais. C'est d'autant plus la grosse satisfaction que c'est un poste sur lequel on a été vraiment habitué à bouffer de la merde depuis 3 ans. Donc là, d'avoir un vrai joueur, on a l'impression que c'est Roberto Carlos, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, je le souhaite, que j'ai trouvé de quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Même à lui, on lui souhaite. Ah oui. Mais un qui a été vraiment bon et qui monte en puissance aussi, c'est Thuram, je trouve. Thuram, du coup, comme il n'y a pas eu Schneiderlin, il a quasiment joué, et il a joué énormément, je pense. Ça va être un des joueurs qui a joué le plus en amical, mais il a été impressionnant. Il dégage de la puissance, je trouve qu'il monte en puissance. Thuram, donc pareil, on peut peut-être recruter une double Rodieux en 6, tout ça, mais je pense que lui, par contre, il a dû marquer des points là pendant le stage en disant je suis là et n'oubliez pas quoi.
je pense que c'est mieux de faire confiance à Khéphren Thuram qui a montré de belles choses. Déjà la saison dernière, hein, autant je suis le premier à foudroyer des joueurs que je trouve pas au niveau, je vais pas me mentir, hein, mais Thuram il a toujours montré des belles choses. C'est sûr que c'était pas parfait, pas de quoi s'imposer dans le 11, mais à 18-19 ans déjà la saison dernière, pour un mec qu'on a soupçonné d'être recruté parce que fils d'eux est gratuit et pote de Vieira. Enfin, je pense que c'est un de nos meilleurs espoirs actuellement dans l'effectif. Et je suis assez d'accord avec toi dans le sens où on parlait de recruter en tout début de printemps un mec comme Gustavo Assunção, de mettre 15 millions sur un jeune 6 remplaçant, c'est peut-être pas pertinent vu que tu as ça en stock et que tu as d'autres joueurs qui vont pouvoir assurer à ce poste-là. On pense à Danilo, même si potentiellement sur le départ, on en parlera peut-être après. Voilà. Moi, je te rejoins sur Danilo, mais encore une fois, il faut pas brûler les étapes. Je pense que le garçon est plus en avance physiquement déjà parce que c'est un Golgoth et parce qu'il vient du Bayern où la saison s'est jamais vraiment arrêtée. Donc je pense que voilà, il a un peu plus d'avance. Mais ouais, grosse satisfaction pour Camara. On a parlé de Trouillet aussi, qui a montré de belles choses. C'est pour ça que je trouve que on peut être positif après un mercato où, t'as pas l'impression vraiment qu'il y a d'erreurs de casting sur ce mercato pour l'instant. C'est que les matchs amicaux, mais d'entrée, tu sens qu'ils apportent quelque chose à ton groupe. Donc c'est vraiment positif pour moi. Franchement, sur la suite. Gouiri aussi, vas-y. Ouais, Gouiri, évidemment, ouais. Sur la suite de la saison, je vois pas où vont être les erreurs. Parce que une erreur, c'est que si tu l'achètes cher, ce qui n'est pas le cas, et si tu l'achètes pour que tu développes ton jeu autour de ce joueur, tu vois. Là, c'est pas le cas de Nice, tu vois. Donc, je pense pas qu'il y aura d'erreur de casting, vraiment pas. La seule potentielle grosse erreur de casting qu'il pourrait y encore avoir, c'est si Bambou, vu que tu as quand même payé 8 millions, ne s'impose jamais. Mais bon, c'est 8 millions et il a déjà commencé à montrer. C'est tôt pour se prononcer. Ah non, je te dis pas que c'est une erreur de casting du tout. Je te dis juste que de toute façon, les autres, vu que ce que tu les as payés, je rejoins Brice, au pire, ils s'imposeront pas, mais tu rentreras dans tes frais. À l'aise, tu vois. Si erreur de casting il doit y avoir, c'est Bambou parce que tu as mis un peu d'argent dessus. Mais bon, il a commencé à montrer des choses positives. Il y a le temps d'adaptation. Je vois pas pourquoi ça en serait une. Et comme tu disais, Cédric, on n'a pas parlé de Gouiri, qui a été un des Niçois qui ont le plus joué. Il a pas marqué, parce que pas grand monde n'a marqué, par Dolberg, de toute façon, dans cette préparation. Mais il a pu enchaîner pas mal de minutes de jeu. On a vu des belles choses dans ces combinaisons avec un poste où il qui n'était pas le sien, enfin pas tellement le sien, on va dire, il est plus neuf de base, mais il a joué quasiment qu'à gauche. Ouais. Donc pareil, il faut pas céder à la hype comme avec Danilo de dire il faut qu'il soit titulaire, tout ça. Mais ça augure du bon pour la suite, en tout cas. C'est ça. En tout cas, déjà moi, ce qui m'a plu avec Gouiri, c'est que déjà, on l'a vu beaucoup chercher Dolberg, le jeu rapide à une touche de balle, de chercher des 1-2, des remises. Donc déjà, tu vois qu'il est dans le collectif, c'est bien. Je trouve que c'est ce qu'il a montré, c'est positif en tout cas. Le groupe vit bien, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Mais côté flop, vous, ça serait qui? J'imagine Sakho. Sakho, j'ai même plus envie de descendre, mais c'est d'une faiblesse, une faiblesse abyssale. Oh, c'est incroyable. Autant dans les flops, je suis d'accord avec vous, même si je verrais plus Trouillet parce que je suis assez surpris de son jeu, etc. Mais Sakho, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Moi, tu me mets sur le terrain, je fais mieux que lui. On n'a pas envie de s'acharner. Lui, pour le coup, c'est une vraie erreur de casting. On sait qu'il y a une magouille d'agent derrière ça, de toute façon. Donc, fallait pas s'attendre à une révélation sportive. Il n'avait pas le niveau pour l'OGC Nice avant. Il a encore moins de niveau pour l'OGC Nice et les ambitions d'Ineos. C'est pas s'acharner sur lui. Je pense que il peut continuer sa carrière chez un promu de Ligue 1 ou en Ligue 2 et faire une carrière très honnête. Mais bon, voilà. À un moment donné, là, s'il veut avoir la moindre chance d'avoir du temps de jeu, surtout qu'on va recruter à son poste, faut qu'il parte rapidement, qu'il fasse un maximum d'avant-saison avec son futur club. On peut s'amuser à faire un prêt encore si on a envie. Ce serait bien d'insérer une option d'achat, mais voilà, faut se dire les 2,5 millions, on va pas les retrouver, et puis basta, quoi.
Ah, Sako, c'est compliqué. Lui, il fera pas partie de la rotation. Tu sais, comme je dis souvent, vous allez très certainement jouer les 3 tableaux. Donc, la coupe, le championnat et j'espère la Coupe d'Europe. On verra ça avec les matchs qui vont arriver de coupe, de finale. Même si tu joues les 3 tableaux, ne rentre jamais dans la rotation. Il va jouer les 3 premiers matchs de Coupe de France si jamais tu tires des équipes en bois. Oui, voilà. Ouais, il va jouer le 32e de finale de Coupe de France. Mais... Non, même pour lui, il n'y a aucun intérêt. Même pour lui, il n'y a aucun intérêt. Il est jeune, casse-toi, et puis voilà, quoi. C'est ça, en fait. Surtout pour lui, parce que nous, au pire, pour ce qu'il doit nous coûter en salaire, il va finir son contrat et adieu. Mais non, voilà, faut qu'il parte. Ouais. Au pire, il part en prêt comme il a fait la saison dernière pour essayer de se relancer, mais ça, il va perdre son temps, il va faire partie du loft là s'il reste toute la saison. Donc, et en parlant de on va dire entre les tops et les flops, parce que j'avais une question pour vous du coup, vu le dernier match qu'il a fait, Makengo, vous le mettez dans quelle catégorie? Il faut le virer, il faut le vendre, tu le gardes dans la rotation parce qu'il a fait un vrai bon match quand même. Hein, ni top ni flop. Bon match, moi c'est ni top ni flop. Il a tenu son rang, voilà. Tu le laisses dans la rotation, voilà, parce que à un moment donné tu auras très certainement besoin de lui pour faire souffler quelques joueurs et tout, mais c'est pas, en fait, indifférent. Je suis indifférent sur ce truc là, tu vois, il y a pas de tu peux pas t'enflammer, tu peux pas le descendre non plus. Bon, il fait partie de l'effectif, il fait partie des 25. Ouais, il a du potentiel, mais après il a montré des trucs. C'était Toulouse aussi, hein, donc mais il a mis ses quelques buts à Toulouse en faisant des matchs corrects. C'était pas le plus dégueulasse de Toulouse, ça c'est clair. À voir. Ça c'est clair. Je sais pas ce que t'en penses, Kai, mais Makengo, le problème, c'est que tu l'as payé assez cher. Ça aurait été un jeune que tu aurais récupéré en fin de contrat comme Thuram, tu te donnais le temps, tu t'en foutais et tout. Là, s'il s'agit de récupérer ton investissement, tu vas être obligé de le montrer. Alors, ok, à Toulouse, la saison a été catastrophique, mais lui, il a joué. Donc déjà, ça lui a permis d'avoir une certaine visibilité. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment invisible sur ce marché. On aura du mal à récupérer les 8 millions à peu près qu'on a investi dessus. Mais je pense que c'est un joueur qui peut avoir des offres. J'ai pas sa situation contractuelle en tête, mais à mon avis, il doit lui rester, je vais vérifier, mais il doit lui rester plus qu'un an quand même. Donc voilà, tu dois pouvoir le prêter encore une fois. Et vu qu'il a eu le niveau en Ligue 1 avec Toulouse, 2022, donc tu peux encore le prêter cette saison. Le garder, je suis pas sûr dans le sens où c'est pas sportivement qui serait trop, mais je pense que l'effectif s'est bâti sans lui. Je sais pas quel temps de jeu il aurait dans la rotation, sachant que tu vas recruter pour remplacer Cyprien. Si Lesmelou reste, il aura un temps de jeu conséquent. Tu as Boudaoui, tu as Thuram, Schneiderlin, Danilo qui est pas parti. Enfin, quelle est sa place au milieu de terrain? Tu vois. Si c'est pour le faire jouer numéro 9 ou ailier droit, comme s'est amusé à le faire la saison d'avant, enfin bon. Moi, je pense que même chose que pour Sako, sauf que c'est un joueur de foot, contrairement à Sako. Je vois pas son intérêt à lui de rester, en fait. Tu vois, c'est plutôt ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, ça c'est à voir, mais il faudra voir avec ce qui va être recruté. C'est surtout ça, en fait, je pense. Ouais. Selon ce que tu vas recruter. Je sais pas si vous aviez d'autres flops. Moi, j'en ajouterai un quand même. C'était quand même le grand retour de Youssef Attal à la compétition et ce qu'on a vu, on l'a vu s'enfermer dans un jeu super stéréotypé comme les premières semaines de la saison dernière avant sa blessure. Bon, c'est pas grave, on sait que physiquement il doit pas être à fond comme tous les autres, qu'il faut qu'il retrouve ses marques après une très très longue absence, c'est compliqué. Mais si jamais, je vais poser une question un peu volontairement provoque, hein. Si jamais il y a une grosse offre qui arrive cet été, je vais dire 25 millions qui arrive cet été, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Bon, après, c'est dur, hein, parce que tu as envie d'y croire et de te dire qu'il en vaut 50 s'il tourne, déjà, mais tu te dis, est-ce qu'il va retrouver son niveau? Ouais, déjà le club il a déclaré ouvertement que Attal il resterait de ça, donc voilà. Mais après c'est vrai que voilà, pour rejoindre ce que tu dis, je le mettrai pas complètement dans le flop, mais c'est vrai les quelques matchs qu'il a joué, on l'a vu la tête dans le guidon, vraiment le Attal qu'on aime pas trop voir, quoi. C'est-à-dire que je cours tout droit, je vois personne, je pars dans des multiples dribbles et généralement je perds la balle.
Donc ouais, j'espère qu'il va s'intégrer dans ce collectif parce que le collectif autour de lui est meilleur que les années précédentes. Donc j'espère qu'il va rentrer dans ce collectif et que ça va marcher. Mais après oui, surtout plus derrière si t'as Lotomba qui arrive et tout. Donc peut-être que c'est sûr qu'il y a une offre qui tombe, peut-être que le club en fonction. Après les matchs amicaux, peut-être que ça va aussi, tu vois. Le club va dire écoute, l'Atal, c'est peut-être pas le Atal que on va peut-être jamais le retrouver, le Atal qu'on a connu. Donc pourquoi pas quoi. Je sais pas, mais après c'est une grosse offre, tu vois, c'est la presse un peu poubelle commence à te dire Dortmund, le Real et tout. C'est un chèque de 30 millions qui te tombe dessus. Je pense qu'on serait fou de pas refuser tout énorme potentiel que Atal peut avoir. C'est sûr, t'aurais du mal à te retourner, mais à la fois, est-ce que c'est une somme que tu peux refuser à un joueur Tout dépend de la mentalité. Tout dépend de ta mentalité, pardon, et la relation que tu as avec le joueur. Est-ce que tu as promis au joueur? Lui veut rester, mais après, si t'as Zidane qui te passe un coup de fil, ça te fait vriller, quoi. Et puis, c'est normal. C'est aussi attaché à Nice que tu puisses être et te projeter en te disant, allez, c'est la saison de la confirmation et je pars dans un grand club après. Si t'as Zidane qui t'appelle et qui te dit, moi, je te veux maintenant, ou Lucien Favre qui te dit à Dortmund, moi, je te veux maintenant. Le train il passe pas toujours deux fois quoi. D'accord, mais le problème, alors je suis totalement d'accord avec toi. Le seul problème c'est que ces dernières années, même si ça s'est un peu calmé, on a vu plein de joueurs comme ça recevoir des putains d'offres et partir tout de suite en Angleterre, et les mecs en fait ils étaient sur le banc. Par exemple, Benjamin Mendy. Ouais, non, mais bien sûr, mais là il a été très souvent blessé, etc. Mais t'as eu des mecs qui étaient très bons dans le championnat en France. Je pense à des Stambouli, à des Cabella. Ouais. Ils étaient bons. Tu vois, voilà, ils avaient leur place dans le top 5 français, parce qu'ils étaient à Montpellier, etc. et tout. Ils ont tout de suite voulu partir à Newcastle, à Tottenham, etc. et tout. Et les mecs, ils étaient... tu vois, donc là, tu pars pourquoi aussi, c'est ça en fait. Si si t'as Newcastle, même si nouveau riche, et encore ça semble mal parti, si un club moyen de première ligue met 20 millions sur Atal, je pense que aucun intérêt pour lui comme pour nous. Mais si tu as le top club qui, dans un mouvement de folie ou pénurie sur le marché, décide de lâcher, de faire péter ses 30 millions, voilà. Après c'est tôt, hein, c'est 4 matchs amicaux et il revient d'une longue blessure. Voilà. Exactement aussi. C'est ça. Je pense qu'il faut se mesurer, voilà. Mais petite déception quand même de voir que tu t'as retrouvé en fait. Tu l'as même pas vu emprunter physiquement, c'est que tu as retrouvé le même mauvais style de jeu que tu as d'avant sa blessure. Ouais, mais c'est la confiance aussi, je pense. Tu vois, le mec, il veut pas se reblesser, il a envie de reprendre un peu ses marques. Tu vois, on a tous joué au foot. Dès que t'es blessé, dès que t'as subi un truc au genou ou quoi, tu refais pas pareil, tu t'es pas fougueux. Enfin, il y en a certains. T'as de l'appréhension. C'est le petit contrôle, petite passe tranquille. Tu vas pas commencer à te faire des extérieurs du pied, des procès. Tu vois, voilà. Tu vas tranquillement. Puis en plus de ça, c'est un match amical. Non, bien sûr, je le foudroie pas et tout le monde sait à quel point c'est un joueur que j'adore en plus. Hein, et puis pour lui, va peut-être se poser la question avec l'ouverture du mercato. Si jamais t'as le chèque qui arrive, il va falloir prendre la décision rapidement. Quoi. Et puis pour lui, je pense qu'il faudrait qu'il reste à Nice parce que il a été blessé. Il a une vraie saison entière. Une vraie saison entière. Et après, tu peux, tu diras c'est bon, j'ai fait ma saison à Nice. Ils m'ont fait confiance, tu vois, tu peux partir en disant, même pour les supporters, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, merci, au revoir, et puis voilà. Je pense que c'est l'idéal pour tout le monde et entre gens intelligents, tout le monde veut que ça se passe comme ça, mais bon, il faudra du mercato, si l'opportunité d'un départ vers un top club arrive, tu n'as pas forcément le luxe de pouvoir refuser, quoi. Le joueur comme le club. Je pense qu'il va rester et qu'il faudra on va commencer à vraiment le juger vers septembre-octobre peut-être, où il va être en pleine possession de ses moyens. Puis l'avantage, si tu recrutes un mec comme Lotomba, c'est que tu auras un backup valable et voilà, une solution de remplacement, donc ça peut être bien. Et puis la concurrence, ça va lui faire du bien aussi. Je pense aussi. C'est toujours bon la concurrence, on le voit dans certains clubs où il n'y a pas de concurrence à certains postes et où les mecs ils ont l'impression d'être assis sur une trône. Quoi. Surtout qu'Atal, au niveau détermination, on avait eu vent que c'était... il a des grosses ambitions, il est déterminé et tout, donc ça peut lui faire que du bien, c'est clair. Ah, mais de toute façon, c'est un joueur qui doit aller plus haut que Nice, sans manquer de respect à Nice. C'est un mec qui, il peut taper le top 20 européen à l'aise. Donc, surtout que c'est des postes où il n'y a pas non plus...
Ah, il y a une pénurie. De monstres. Ah ouais, carrément. Ça, c'est clair. Dans le football moderne, c'est des postes qui manquent. Ça, c'est sûr. On va parler vite fait d'un truc où je suis pas trop d'accord avec Sky. C'est pour ou contre un deuxième gardien, en parlant évidemment de Cardinal. Je sens que je vais m'énerver, les gars. alors déjà, tu vois, je pense déjà que tu as tort, parce que je suis vraiment pas convaincu. Mais t'as tort. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Merci beaucoup. Il a dit un deuxième gardien. Il a dit un deuxième gardien en parlant de Cardinal. Moi, je suis déjà pas sûr que Cardinal soit deuxième gardien dans la hiérarchie. Je suis déjà pas sûr que Boulendi soit vraiment derrière lui. Mais bon, après, je pense que c'est en cours de décision et justement de faire jouer les deux, et de voir les deux gardiens en stage, c'est le but. Mais, pardon, je me suis chauffé, mais je sens que je vais m'énerver sur ce sujet, donc. Allez, lâche-toi, on est là pour ça. Je vais prendre un petit je vous laisse parler, je vais prendre un petit passif. Non, mais Cardinal, le truc, c'est que, alors, je pense qu'il peut faire un deuxième gardien correct. Après, je pense qu'il faut pas être. Je suis déjà en train de me greffer le visage. Après, il faut pas être aveuglé par le fait que c'est le bon pote du vestiaire, on a lu dans la presse que il jouait bien au poker, il était marrant et trucs. Il faut pas uniquement le garder parce que c'est le clown, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, tu me dis demain, Cardinal, on fait la saison avec Cardinal deuxième gardien, je vais pas être outré, peut-être moins que Sky, mais après, je pense pas, voilà, il faut pas le garder pour des mauvaises raisons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu peux avoir un deuxième gardien entre guillemets plus professionnel, je dis pas que Cardinal, voilà, mais qui va t'apporter, qui va t'apporter un peu plus de professionnalisme, tu vois, tout ça. Voilà, je pense pas qu'il faille le garder juste parce que c'est le bon mec qui fait marrer tout le monde, qui fait le con. Il faut pas le garder que pour ça, même si ça fait partie des qualités quand t'es remplaçant, quand tu fais partie de la rotation, etc. Tu vois, des mecs qui sont dans la rotation et qui tirent leur gueule, etc. Ça fout la merde dans un effectif. Voilà, ça. Mais ça, c'est des petits plus qui te disent ouais, ça serait bien de le garder. L'avantage de le garder, il a une centaine de matchs en Ligue 1. Il connaît le club. Il y a combien d'années? D'accord, mais attends, laisse finir. J'ai dit que je vous laissais terminer. Voilà. Il est là. Le poste de gardien, c'est un poste très compliqué où il faut vraiment, il faut vraiment une bonne adaptation. Pardon. Il est déjà dans le club, il connaît, il a ses marques. Tu sais qu'avec lui, tu peux le mettre tout de suite dans un match de coupe, etc. Il va faire le taf. Après, en termes de qualité, évidemment, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, tu vois, le fait de reprendre les podcasts, j'ai rien fait pendant une semaine, c'est bon, je salive déjà. Au niveau des qualités, certes, il y a beaucoup mieux que lui, évidemment. Mais après, tu vas prendre un autre gardien pour avoir, pour avoir de meilleures qualités, mais il n'aura pas peut-être les qualités que a aujourd'hui Cardinal, c'est-à-dire... Il jouera moins bien au poker. Non, mais voilà, tu vois, tu parles là-dessus, tu vois. T'es comme moi quand je parle de certains joueurs, tu vois. Donc, non, mais c'est pas ça, c'est que là, le gars, il a 100 matchs, il a 100 matchs en Ligue 1. Ok, très bien, c'était il y a un petit moment. C'est vrai, pas de souci. D'accord. Le mec, il a une très bonne relation avec les entraîneurs des gardiens. Il a, donc, le taf, il est fait. Il n'y a pas à réapprendre, à avoir une adaptation, etc. et tout. Tout ça, en fait, fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faudrait mieux choisir le truc du confort au niveau de tout ce qui est sportif et de l'entente, plutôt qu'aller chercher un deuxième gardien. Tu vas en prendre un, il va falloir qu'il s'adapte. Peut-être qu'il va pas s'entendre avec Benitez, ça va foutre la merde, etc. On l'a déjà vu dans plein de clubs où c'est comme ça et où ça fout la merde à un moment donné. C'est des postes vraiment très importants qui arrivent à te faire gagner 10, 15 points dans la saison. C'est monstrueux. Et je pense qu'il faut pas casser cette dynamique. Vraiment, les gardiens, je pense que c'est un truc vraiment très minutieux. Il faut pas arriver pour tout casser. On l'a vu dans certains clubs, voilà, comme Marseille. Voilà, encore une fois, mais c'est l'expérience que j'ai, donc je la donne là pour argumenter. Où t'as des mecs qui arrivent. À l'époque, il y avait Rougneux, par exemple, à l'OM, et d'un coup, t'as Barthez qui arrive, qui est 100 fois meilleur que lui. Ça a foutu bordel. Les mecs ne s'entendaient pas. Il y avait les pro un tel. Et tu vois ta saison qui était pourrie, quoi. Un coup, tu le faisais jouer pour lui faire plaisir, un coup, tu le faisais jouer l'autre, et c'est pas bon, quoi. Et il y a d'autres clubs aussi où ça s'est passé comme ça.
Donc plutôt garder ce côté. Là, ouais. Vas-y, je t'en prie. Là où je te rejoins, désolé, hein, mais là c'est trop pour moi. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il faut une ambiance, je pense qu'il faut une hiérarchie au stade où est Nice actuellement, qui est pas loin d'être un top club européen. C'est bien si tu as une hiérarchie établie. Et de toute façon, on va pas mettre pour avoir un meilleur gardien que Benitez ou un mec qui va le concurrencer sportivement, on va falloir mettre beaucoup d'argent et c'est pas le but de mettre beaucoup d'argent sur un deuxième gardien. Par contre, là où je te rejoins aussi, c'est quand tu disais le poste de gardien, c'est important, ça te fait gagner 10 ou 15 points dans la saison. Ouais, facile. Moi, je te dis, si demain Benitez se pète, tu les perds tout de suite, les 10 ou 15 points. Parce que Cardi, humainement très bien, malgré le fait qu'il soit des Bouches-du-Rhône, je pense qu'il aime vraiment l'OGC Nice, ça fait partie des gardiens de l'institution dans ton vestiaire, ça fait très longtemps qu'il est là, il est attaché au club, comme quoi il n'y a pas besoin forcément d'être né à Nice pour ça. Mais le problème, c'est que si Benitez se pète demain, si tu as le moindre souci avec Benitez, tu abandonnes toute ambition pour ta saison. Que ce soit, je vais même pas parler en Coupe d'Europe, mais rien qu'en championnat. On l'a vu il y a 2 ans quand Vieira nous a sorti sa décision lunaire de titulariser Cardinal en début de championnat parce que alors que Benitez avait fait toute la préparation, tu perds tout de suite tes matchs, et y compris sur un match face à Dijon sur un score très très lourd. Où il n'est pas exempt de tout reproche d'ailleurs Cardinal sur ce match. Ouais, mais il y a Cardinal, des matchs de Benitez aussi. Une des plus belles pages de l'histoire du club. La saison, on est 3e. Il est très important dans le vestiaire. Il est attaché au club, mais c'est pas ça être un bon joueur de foot et construire l'avenir de ton club. Construire l'avenir de ton club aujourd'hui, c'est d'avoir un deuxième gardien qui à terme va soit pouvoir concurrencer Benitez, soit le remplacer le jour où Benitez va partir parce que Benitez il a prolongé et rien ne te dit que selon la saison qu'il fait, il part pas l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est-à-dire là, c'est maintenant qu'il faut préparer la succession de Benitez et la succession, ça ne sera jamais Johan Cardinal. C'est dommage, mais je pense que Johan Cardinal, il a fait ses 100 matchs en Ligue 1 avec Nice, qui était peut-être inespéré. Je pense qu'il y a une cote sur le marché des transferts et des gardiens qui est un marché particulier où il peut très bien rejoindre un club de Ligue 1 comme titulaire. Le ventre mou. Oui, sûrement un club de Ligue 2, il pourra largement le faire. Mais Cardinal, sa volonté dans sa carrière, c'est d'être la mascotte à l'OGC Nice. Enfin, il a quand même des qualités. Moi, je trouve que, je le foudroie pas comme certains. Il a des qualités humaines et sportives. Ça, j'en suis convaincu. Pour faire une vraie carrière professionnelle. Si son objectif, c'est d'attendre de jouer 3 matchs dans la saison si Benitez se plante et si Boulendi lui passe pas devant. L'année dernière, Clemencia lui est passé devant. Là, je vois pas pourquoi Boulendi lui passerait pas devant aussi. Et nous, pour l'avenir du club, je pense que c'est important de prendre un deuxième gardien plus jeune, plus talentueux, que tu vas développer dans l'ombre de Benitez pendant 1 ou 2 ans et qui pourra prendre à terme sa succession. Là, je pense que Cardinal, on a fait le tour et que voilà, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est que c'est un mec qui s'est fait foudroyer par tous les supporters pour son niveau sportif, notamment dans ses dernières apparitions. Là, il fait une interview dans Nice Matin où il explique que il est gentil, il a été triste quand il était numéro 2. Nice Matin fait un article où on explique qu'il a apprécié dans le vestiaire qu'il joue bien au poker, et ça y est. Maintenant, il est redevenu intouchable, il faut surtout pas le vendre. Non, mais les gars, soyez moi, un je suis peu pas cohérents. comme ça, par contre. Soit on a envie d'avoir une mascotte comme deuxième gardien et on lui fait passer son titre pro magasinier, il aide Nabil à ranger les maillots et les ballons, et il reste comme mascotte dans le vestiaire. Soit tu as des ambitions sportives, et d'ailleurs des ambitions sportives, que ce soit Nice ou Cardinal. Cardinal, il va être titulaire ailleurs, et Nice, on va prendre un deuxième gardien qui prend la succession de Benitez. Après, là, son ambition personnelle, quand tu sais qu'il a prolongé il y a 2 ans en faisant un moins 50% sur son salaire, tu te doutes que... ouais, mais c'est un moment où il arrive en fin de contrat, donc c'était un peu la sécurité de te dire je prolonge et peut-être que je vais partir dans l'été ou l'année prochaine, et où t'avais pas les perspectives n'étaient pas les mêmes pour l'OGC Nice aussi, tu vois. T'avais mais... un peu plus de place parce que Hassen s'était blessé. Là, il vient quand même de passer une année entière numéro 3. Il était même plus numéro 2, le garçon. T'as prolongé le titulaire. T'as des ambitions sportives revues à la hausse, et tu t'es encore tapé une saison blanche. Je veux dire, Cardinal, quand il prolonge, c'était quand même récent, la 3e place et les matchs qu'il avait fait en coupe derrière. Il avait fait un bon match à Lille, notamment en coupe, tout ça, mais là, il sort quand même de 2 saisons extrêmement compliquées. C'est-à-dire, s'il veut pas disparaître définitivement des radars, faut peut-être qu'il parte maintenant, quoi. C'est vrai. Bon. Après, peut-être, comme tu as dit, autant il part numéro 3. Sportivement, humainement, en plus, tu vois. C'est juste que après, là... Autant il part numéro 3, comme tu as dit, et c'est Boulendi le numéro 2. Je sais pas si c'est... Ah ouais, mais du coup, pareil. Boulendi, il a une sacrée confiance en lui pour qu'il soit numéro 2, parce que ça veut dire que
si en 8e de finale d'Europa League, Benitez il est suspendu ou il se pète, t'envoies Boulendi. Ah, mais après, à un moment donné, si tu fais jamais confiance... Je peux pas juger, je le connais pas, mais... À un moment donné, ces postes-là, de toute manière, si tu fais jamais confiance, les mecs, ils jouent jamais, en fait. Tu vois, t'es obligé de faire confiance. Regarde à Marseille, puisque tu citais l'exemple. Marseille, t'as une hiérarchie qui est à peu près établie. Oui, maintenant. Mais derrière, si t'as Mandanda qui se pète, bah t'as un mec comme Pelé qui est un bon gardien, qui fait le taf sur quelques matchs, qui te fait pas le taf toute la saison peut-être, mais c'était meilleur que Mandanda par moment. Voilà, mais tu vas pas trembler des genoux quand tu vas voir Pelé arriver dans la cage. Tu vas te dire, allez, c'est pas ton top 1 gardien, mais tu sais qu'il peut faire sur un soir, il peut faire une prestation correcte. Oui, mais tu peux te poser la même question avec les gardiens à Nice ou dans même n'importe quel autre club. Une fois que tu te donnes la confiance, que tu t'entends bien avec ta défense, etc., je pense que tu peux quand même... Le problème, c'est que Cardinal, on a vu ces dernières saisons que sportivement, c'était pas au niveau des ambitions. Et Boulendi, tu balances un jeune qui a jamais joué en pro direct numéro 2. C'est sûr, quand tu n'as que le championnat à jouer et que le mec va peut-être faire 3 matchs de coupe dans la saison, il n'y a pas de problème. Après, ça dépend de tes ambitions, mais on en revient toujours au même problème. Mais pour moi, il faut un gardien numéro 2 jeune, à fort potentiel, que tu vas développer sur les deux prochaines saisons. Et Cardinal, c'est pas ça. Donc, je veux bien l'entendre pour Boulendi, si les spécialistes de la formation, que je ne suis absolument pas, disent que c'est un gros potentiel au centre. C'est peut-être le cas, et dans ce cas-là, tentons. Mais ça me paraît extrêmement risqué. Bon. On va continuer sur la page Mercato avec, encore une fois, les arrivées. On parlera aussi des départs, mais là, on va parler des arrivées. Possibilité de voir Lotomba, arriver. Pour vous, c'est bouclé. Vous avez des infos là-dessus? Ça a l'air bouclé, ouais. On a vu qu'il y a eu un accord apparemment. Donc à mon avis, c'est bouclé. On sait que ça doit être bouclé depuis un petit moment déjà. On se doutait qu'il allait. On parle aussi. Donc. Voilà. On se doutait qu'il allait finir la saison avec les Young Boys parce qu'en plus ils ont quelque chose à jouer. Ils jouent le titre et ils ont une finale de coupe, je crois, ou un truc comme ça à jouer. Ils ont pas l'Europa League aussi, il me semble. Je sais plus. Faudrait regarder, mais j'ai pas ça en tête. Mais voilà, je pense que lui c'est bouclé depuis un petit moment. Voilà, on en avait parlé. Il est formé à Lausanne, le club satellite d'Ineos qui va s'auto-financer avec son achat à Nice. Donc il y a une partie qui va être reversée à Lausanne, donc c'est sympa. Non mais voilà, je pense que ça va être il est polyvalent, il va pouvoir doubler plusieurs postes, notamment les 2 postes de latéraux. Il peut jouer plus haut, donc ça virait d'être content du coup. mais déjà il va pouvoir... ça passe. Voilà, ça passe. Il faudrait que je compte le nombre de tacles que vous mettez à Patrick Vieira. Putain, c'est incroyable. On va faire un shot à chaque fois. Ouais, c'est ça. Non, on va faire un montage. Mais voilà, non, il va pouvoir doubler Camara et Attal. Si on risque d'être européen, il va avoir sa vingtaine, sa trentaine de matchs à jouer aussi, je pense. Donc voilà, c'est bien. Et après, pourquoi pas, parce qu'il a l'air d'avoir quand même, surtout depuis la reprise des championnats là en Suisse, on a lu qu'il était vraiment en forme, en tout cas, qu'il revenait vraiment bien. Donc pourquoi pas une bonne surprise et le prochain remplaçant d'Attal, qui devrait peut-être partir, on va dire, la saison prochaine. Ouais, c'est ce que je disais pour départ potentiel de Benitez à terme. C'est là tu prépares aussi un peu la succession d'Attal si vraiment ça le fait. Et au pire, si ça le fait pas totalement, t'as un bon remplaçant des deux côtés. Tu vois, tu évites un peu le problème du latéral gauche, même si a priori Camara a pas trop le profil de joueur fragile, mais voilà. Ouais, s'il a besoin de souffler et tout. Oui, c'est normal. C'est un très jeune joueur. C'est un très jeune joueur, Lotomba encore. On oublie parce qu'on le suit depuis 2017. Je crois que j'avais fait ma petite enquête dans mes archives Mercato, mais voilà. C'est un 98, donc il a largement le temps de se développer à un poste où tu gagnes en expérience en plus, voilà, avec les années. Il y a la petite interrogation sur le fait qu'il ait connu quelques blessures, et à Nice, on sait que les joueurs qui arrivent déjà à moitié blessés, souvent on finit de les achever. Mais voilà. Non, le profil est bon, entre 5 et 7 millions, c'est pas grand chose. C'est un joueur qu'on suit depuis très longtemps, donc qu'on connaît. C'est pas totalement un pari. Moi, je trouve que c'est bien. Et effectivement, comme disait Cédric,
son club joue à des échéances importantes, donc pas du tout l'Europa League, je vous ai dit une connerie, mais voilà, joue au moins le titre déjà, donc il va arriver. Je crois que pour l'instant, ça se termine le 3 août. Il y a un nouveau report à cause du coronavirus, de quelques matchs repoussés en Suisse, donc ça devrait arriver à la fin de notre stage en Autriche. Ouais, d'ici début août, on va dire. Début mi-août, quoi. Ouais, je crois que Berne a aussi, ce que je disais là, un match de coupe. Oui. Mais c'est le 12 ou le 13 août, si je dis pas de conneries. Mais autant, voilà, peut-être il sera libéré à la fin du championnat, peut-être. Après, on n'est pas pressé dans le sens où on a les titulaires aux 2 postes de latéraux qui sont présents. Ouais, et puis lui, il va arriver en bombe. Il a eu 3 mois de pause et puis derrière, il a eu le championnat. Donc, techniquement, la préparation, elle en a un peu rien à foutre. Ouais, faut voir. En tout cas, il y a un autre joueur là qui connaît bien la France, c'est Ronny Lopez, qui devrait normalement arriver. Ça a été annoncé dans pas mal de journaux. Ça avance beaucoup déjà. Ah bah. On va dire c'est ce qui a été dit. Il y a de fortes chances quand même. Il en approche. Des échos qu'on a eu, c'était bien avancé, on va dire, très bien avancé. Moi, j'ai entendu parler avant tout d'un prêt avec option d'achat. Donc voilà. Après, à voir. J'espère qu'on va pas mettre une OA à la Ounas qui sert à rien en fait, parce que sinon autant prendre quelqu'un d'autre quoi. Mais après, si c'est un prêt avec une OA pas trop élevée, moi je dis pourquoi pas. Ronny Lopez, il a montré que même si Sky va pas super être d'accord avec moi, mais à Lille, à Monaco, je l'avais trouvé intéressant, notamment avec une énorme saison à Monaco. En l'année où ils sont deuxième, mais voilà. Après, il est arrivé à Séville dans une équipe qui joue énormément sur le physique, où ça court énormément. Un mec comme Ocampos qui a explosé et qui a un peu bouffé la place. Donc il a très très peu joué, Ronny Lopez. Mais moi je dis pourquoi pas. Il connaît Vieira le veut absolument. On sait que c'est. Ils étaient à Manchester City ensemble. Vraiment. Ouais. C'est ça. Voilà, on a entendu dire que c'était vraiment un choix 100% de Vieira, Ronny Lopez, qu'il le voulait absolument. Le joueur est apparemment emballé de le rejoindre aussi, donc voilà. Il a dit dans ce live à lui, clairement, où il parle de Nice, en disant c'est un projet intéressant et compagnie, donc voilà. On sait que dans le langage... Il a dit, moi, ce qui est important, c'est le temps de jeu. Si je l'ai pas à Séville, Nice est une grande possibilité. Donc, pour qu'un joueur s'avance comme ça, c'est que je pense qu'il y a un accord contractuel sur la prise en charge du salaire, éventuellement avec Séville, tout ça. Après, Séville a pas mal besoin d'argent, comme beaucoup de clubs. Le prêt avec option d'achat, est-ce qu'ils vont pas essayer de gratter quelques jours et l'ouverture des marchés internationaux début août pour voir si y a un club anglais ou notre club espagnol qui va mettre du cash directement. Moi, c'est un peu là-dessus qu'il y a mon interrogation, c'est que si ça avait dû vraiment se faire, sachant que c'est un joueur sur lequel qui rentre même pas en jeu, qui est sur le banc. Donc c'est sûr, peut-être que l'entraîneur a dit moi j'ai besoin de tout mon effectif jusqu'à la fin de la saison, mais bon, maintenant la saison en Espagne elle est terminée. Donc je suis un peu circonspect sur le fait que on n'ait pas plus d'infos là-dessus. On sait que les négociations, je pense que c'est plus que des détails, s'il y en a. Après, peut-être que Séville joue la montre pour voir s'il n'y a pas une meilleure offre qui arrive dans les prochains jours. Il faudra voir dans les semaines qui arrivent là s'il y a de l'évolution, parce que on a vu. Pour moi, s'il n'est pas là jusqu'à la fin du mois, s'il n'est pas là avant la fin du mois. Ouais, c'est que ça sentira un peu mauvais. Hein. Parce que c'était quoi dans Nice Matin d'hier ou d'avant-hier? D'hier, je crois que Nice Matin rappelle qu'il est en approche, clairement. Donc on sait. On connaît Nice Matin, on sait que généralement quand ils avancent quelque chose, c'est que ça doit être bien avancé. Mais voilà, comme a dit Sky, si là on est quoi, on est le 22, si vraiment d'ici la fin du mois il s'est rien passé, on est toujours au même point, c'est que peut-être ça se complique ou qu'il y a autre chose. Moi, là voilà. Si je devais miser, je miserais plutôt sur une arrivée que sur un échec des négociations, mais c'est pas fait comme l'Automba. Voilà, ouais, on est moins. Enfin, l'Automba, je pense que clairement lui c'est fait et il va arriver. Donc oui, on est un peu en dessous. Il y a rien qui est signé et ça s'engage bien, mais voilà. Est-ce que jurisprudence de paille, le mec il peut être à l'hôtel en face du centre d'entraînement et après repartir. Quelqu'un qui arrive et qui met du cash au lieu d'un prêt, il repart quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que c'est pas lié avec Cyprien? Je sais pas, Cyprien, ça a l'air bien avancé avec Lyon plutôt. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de l'Espagne, notamment de Séville, forcément, vu ce que tu dis. Mais on a vu les informations de Canal qui disaient qu'apparemment il était proche de Lyon.
Bon, sachant que Canal, ça vaut pas grand chose, hein, niveau info, Mercado. Alors, c'est qu'on on a tous pris au sérieux, parce que le mec était quand même, c'était pendant le tournoi Veolia à Lyon, le mec était à Lyon, il dit que le mec est censé, enfin, Cyprien est censé arriver à Lyon, donc je te dis, bon, c'est qu'il a croisé quelqu'un dans le couloir qui lui a dit, Cyprien va venir, quoi, mais mais depuis, rien, quoi. Et on a eu, on a eu confirmation de la part de Nice Matin que pour l'instant, il n'y avait pas grand chose. Voilà. En tout cas, c'était pas, contrairement à ce que disait Ludovic Duchesne, là, parce que c'était le journaliste de Canal qui a sorti ça. Donc, contrairement à ce que disait Canal, pour eux, c'était pas le cas, en tout cas. Donc, voilà. On a tendance à plus croire à Nice Matin que Canal+, on va dire. Petite précision, on a eu vent par l'agent de Willian Cyprien et confirmant les sous-entendus malicieux de Jean-Pierre River, je crois que c'était à RMC la dernière fois où voilà, on lui a dit mais le joueur est en fin de contrat dans 1 an et River avait répondu c'est vous qui dites qu'il est en fin de contrat. A priori, il aurait 1 an de contrat supplémentaire. Donc, il sera engagé encore 2 ans avec le GC Nice jusqu'en 2022, ce qui rend un peu illusoire. Et d'ailleurs, le joueur s'est exprimé avec véhémence contre ça. Les papiers dans la presse qui disaient qu'il était prêt à aller au bras de fer en disant de toute façon, demandez pas trop d'argent pour moi parce que moi, je suis disposé à partir libre l'année prochaine. A priori, ça serait pas l'objectif du joueur, ce serait pas possible si son contrat est vraiment jusqu'en 2022. Et du coup, les exigences financières de Nice, qui en demandent entre 15 et 20 millions pour 2 ans de contrat, seraient un peu plus réalistes selon moi que pour une année où forcément t'as pas trop de possibilités. Donc c'est beaucoup d'argent pour Lyon, 15-20 millions, surtout en absence de Coupe d'Europe et de Ligue des Champions. Mais je pense qu'avec l'ouverture des marchés internationaux, n'importe quel club de première ligue alignerait volontiers ou en Allemagne, parce que je pense que c'est un championnat qui lui est mieux, peut lâcher 15 millions sur Cyprien. Donc je pense pas qu'il y ait un accord imminent avec Lyon. Je pense qu'un profil comme lui a tout intérêt à attendre que les championnats étrangers, je pense que c'est aussi sa priorité, l'étranger ouvre et que le jeu de la concurrence fasse monter les enchères pour Nice aussi. Voilà. C'est que nous, ça nous bloque peut-être un peu d'une rentrée d'argent et libérer une place pour un gros numéro 8. Parce qu'on parlait de Kondogbia notamment ces derniers jours, mais c'est pas un deal qui a intérêt à se faire dans les prochains jours selon moi, hein. Sauf offre impossible à refuser. On peut parler aussi de... Ouais, vas-y. Non, je disais, du coup, il faudra voir aussi demain, on est mercredi, là, demain, ils partent en stage en Autriche. Oui, voir s'il est encore exclu du stage comme voilà, s'il part pas en stage encore une fois, c'est que vraiment là, clairement, la porte, elle est méga ouverte, quoi. Non, mais de toute façon, là, je pense que la porte est ouverte. Je pense que le club ne compte absolument pas sur Willian Cyprien cette saison. Lui ne compte absolument pas rester. Bon, après, il y a des fois où finalement, des départs se sont pas faits et en toute intelligence, les joueurs sont restés, comme Mika Seri, par exemple, ou Ospina il y a quelques années. Mais bon, voilà, le but, c'est qu'ils partent, très clairement. Mais le mercato étranger, les mercatos seront ouverts jusqu'au 5 octobre. Il n'y a aucune raison pour moi de se presser dans ce dossier. Ouais, c'est clair. Surtout que je pense pas qu'on ait un énorme besoin de rentrée financière, tout ça. Donc bon. C'est plus faire de la place dans l'effectif. Voilà, exactement. Recruter un gros mec à la place de Cyprien et te retrouver avec Cyprien qui va rester. Tu vois, c'est niveau gestion de l'effectif, c'est délicat. Mais non, c'est même plus une question d'argent. C'est juste une question d'intelligence sportive pour tout le monde. Où attendons que les gros clubs arrivent parce que Cyprien aujourd'hui, il va pas viser un club d'un standing inférieur à Nice. Ça serait dommage de sa part en tout cas s'il faisait ça. Même Lyon, je trouve que ça serait dommage. Il apporterait quelque chose à Lyon, il aurait du temps de jeu. Voilà. Mais je pense en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, tu pars pas de Nice pour aller à Lyon. Tu prends pas de risque. Si tu vas à Lyon, tu prends pas de risque. Tu restes dans le même championnat, dans le même pays. Tu feras pas la Coupe d'Europe, mais tu prends pas de risque. Sur un club qui va jouer à peu près les mêmes places que toi. Voilà, que Nice, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il a l'âge et l'expérience en Ligue 1 maintenant où il faut aller viser l'étranger. Exactement, je suis totalement d'accord. Donc de toute façon, ça réouvre le 10 août, les marchés. Donc on verra à partir de ce moment-là. Un autre joueur, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre son départ, mais Miziane, vous en pensez quoi, vous? Allez, ça se regriffe le visage. Allez, c'est parti. Miziane, ouais, c'est du ce matin pareil qui parle en cas d'offre, il serait pas retenu. Ouais, ce qui est, ouais. Après c'est compliqué pour lui, hein, c'est pareil, on l'a payé 10 millions, il prend un salaire assez conséquent et vu qu'on veut faire 2 ailiers supplémentaires, il va se retrouver un peu loin dans la rotation. Donc forcément compliqué de le mettre en valeur et de faire exploser son potentiel entre guillemets, hein, qu'il n'a pas beaucoup montré pour l'instant, mais voilà.
Donc oui, c'est compliqué. Je pense que après, est-ce que Miziane il peut avoir une offre concrète au-dessus de 5-6 millions, tu vois, actuellement, c'est compliqué quand même. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que soit tu décides que tu abandonnes tout espoir de récupérer ton argent, ce qui, malgré ce que j'ai pu dire sur Miziane, tout ça, moi je trouve un peu prématuré, parce qu'il reste pas mal d'années de contrat, c'est un très très jeune joueur. Donc de te dire que tu le brades à 5 millions maintenant, je pense que ça serait une erreur. Parce que c'est le profil de joueur, avec la moindre demi-saison correcte, tu le vendras plus que ça. Et il fait une saison à 5 buts, 5 passes décisives, ce qui serait déjà énorme compte tenu de ce qu'il nous a montré maintenant. Tu sais qu'en Championship ou en Première Ligue, où il va partir pour les 10-15 millions. Donc vraiment, économiquement, pour moi, ça aurait pas de sens de le larguer pour moins de 8 millions pour récupérer à peu près tes deniers. Je pense que la meilleure solution pour Miziane, et c'est celle qui aurait dû être explorée l'année dernière, c'est partir en prêt. Parce que c'est un garçon qui a besoin de retrouver la confiance, et la confiance, tu la retrouves en enchaînant les matchs. Ouais. Je rejoins ce qu'a dit Cédric. Il va pas enchaîner les matchs chez nous cette saison, à moins de crever l'écran là pendant la préparation. Mais on va recruter 2 mecs à son poste, et tu as déjà récupéré Gouiri en plus, qui va passer devant lui naturellement dans la hiérarchie. L'horizon de Miziane, il est là à Nice, il est vraiment vraiment bouché. Donc soit tu as une offre miraculeuse qui permet de rentrer dans tes frais, et je trouverais quand même ça dommage de se dire que t'as peut-être pas tout tenté avec lui, mais la meilleure idée c'est de le prêter. Peut-être sans option d'achat, peut-être tu le prêtes en Ligue 2 ou en Ligue 1 dans un club de deuxième partie de tableau, comme tu as déjà fait avec d'autres joueurs, mais mec, il faut qu'il joue. D'une façon ou d'une autre, il faut qu'il joue. Donc soit il part, et je pense qu'on sera perdant. En tout cas, on aura des regrets. Soit il part en prêt, et faut espérer qu'il tombe dans le bon club, qu'il le fera jouer et qui lui permettra de regagner de la confiance. Et après, dans un an, peut-être qu'il aura tout cassé dans son club en Ligue 1, et que tu seras content de récupérer un joueur en pleine bourse, ça te fera une recrue. Soit il aura bien fonctionné, mais pas au niveau attendu, et tu auras toujours t'auras des meilleures propositions que cet été où le mec sort de saison blanche. Bon, mais merci en tout cas les gars, merci pour Miziane aussi, merci pour tout le monde. On essaye de pas s'acharner, c'est vrai que ça sonne comme c'est pour ça que à chaque fois sur Sako et Miziane, mais on cherche des solutions pour eux aussi, quoi. Enfin, c'est beau. Tu devrais faire peut-être agent pour eux. Je devrais faire agent, ouais, putain. Ouais, je sais pas si tu gagnerais beaucoup d'argent. Mais... Ouais, pas de... Et allez, un nouveau tacle. J'essaie de finir proprement, en fait, les gars. Enfin, en tout cas, sur leur arrivée à Nice, il y a 2 agents qui ont gagné du pognon. Sur le départ, voilà. Je suis pas sûr que les mecs gagneront. Ah, écoute, on verra bien. Ça a croqué. On verra bien. Bon, les gars, merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau podcast pour Avanti Nissa sur l'OGC Nice. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Si vous prenez la voiture pour partir en vacances, etc., faites très, très attention à vous. Et pareil, comme toujours, le masque, très, très important. Allez les gars, merci beaucoup et à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.